Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cours de Rust, la 12e pour être plus exact. Dans cette vidéo, et comme annoncé dans la précédente, on va parler d'un autre système du langage Rust qui est très important, qui est au cœur du langage, euh, qui va s'utiliser de pair avec le système d'ownership, et qui est le système de borrowing, ou les références, pour être un peu plus simple. Voilà, donc c'est dans cette vidéo qu'on va expliquer ce système-là, on va voir comment il fonctionne, comment il s'utilise, les règles qui vont aller avec, et avec ça vous serez capable du coup d'écrire des fonctions comme calculer taille que vous avez sous les yeux, sans avoir besoin de vous redonner l'ownership à chaque fois, hein, puisque c'était le problème de la dernière vidéo qu'on avait expliqué. Et là, avec les références et avec le borrowing, vous n'aurez plus besoin de vous rendre l'ownership à chaque fois. Bon, avant d'enchaîner directement dans le vif du sujet, j'aimerais juste revenir sur un petit point. Ça, c'est le code de la dernière vidéo, hein. Bon, j'ai juste enlevé les commentaires. Ici, j'avais dit que S1 avait besoin d'être mutable puisque je l'utilisais ici pour lui donner une nouvelle valeur, mais ce n'est pas nécessaire, hein. Ici, le mutable, je peux totalement m'en passer, tout simplement parce qu'en fait, de toute manière, il y a un let ici, donc S1 est recréé en fait. C'est du shadowing, donc j'ai pas besoin qu'elle soit mutable. Voilà, c'était juste le petit point correction. Maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par recoder calculer taille en utilisant les références. Et après, du coup, on va parler de ce que ça implique, de comment ça fonctionne. Donc, première chose que je vais faire, c'est que déjà, je vais utiliser size aussi dans SprintLN, hein, pour qu'on puisse bien voir que les deux, qu'on récupère les deux et que les deux, enfin, qu'on récupère les deux, qu'on peut utiliser les deux après l'appel de la fonction. Donc, ici, on va réécrire de manière à ne pas avoir besoin de se renvoyer S1, donc je peux l'enlever. Et ici, je vais mettre un petit opérateur que vous avez, que vous avez déjà vu. Ce petit opérateur, du coup, j'en avais parlé dans la précédente vidéo aussi, hein, c'est l'opérateur de déréférencement, l'opérateur de référencement, pardon. Et cet opérateur, vous l'avez déjà vu dans le type NSTR, d'accord? Dans le type STR, vous l'avez déjà vu. Et ben, on l'appelle opérateur de référencement. Il va créer une référence. On va voir ce que c'est une référence, vous inquiétez pas. Cet opérateur, on va devoir aussi le préciser du coup dans les paramètres de ma fonction, d'accord? Et là, ce qui va être génial, c'est que du coup, je n'ai plus besoin de renvoyer un tuple, je n'ai plus besoin de renvoyer ma string ici, mais je peux juste me renvoyer mon useSize. Et vous voyez que le code n'a aucune erreur. Je peux même le compiler et l'exécuter pour vous montrer que tout fonctionne, hein. Je veux dire, on a bien size qui va nous être donné, et en même temps, notre chaîne de caractères S1 qui est toujours valide. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est une référence et pourquoi ça marche? Une référence, c'est tout simplement, d'accord, c'est tout simplement un pointeur vers notre stack, vers notre S1 en fait, hein, vers la partie stack de S1. Bon, on a un schéma juste après, vous allez comprendre. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'en fait, quand je crée une référence vers S1 avec cet opérateur, donc je prends la valeur de S1 et je crée une référence dessus, en fait, ce qui va se passer, c'est que ma variable S, ici, dans ma fonction calculer taille, elle n'a pas l'ownership, elle ne récupère pas l'ownership sur ma valeur. D'accord? Donc, vous vous souvenez des règles d'ownership, ce qui posait problème quand on écrivait ça comme ça, c'est qu'en fait, à la fin de ma fonction calculer taille, eh ben, mon S, ici, il sort de son scope. Or, mon S, dans cette notation-là, dans cette écriture-là de la fonction, il avait récupéré l'ownership de ma variable S1, il avait récupéré l'ownership de ma valeur en mémoire. Donc quand il sortait de son scope, la règle numéro 3 de l'ownership s'appliquait, et donc la valeur hello en mémoire était libérée. Mais quand j'utilise une référence, je ne récupère pas l'ownership. Et vu que je ne récupère pas l'ownership, S n'est pas l'honneur de ma valeur. S n'étant pas l'honneur de ma valeur, quand S sort de son scope, eh ben, la valeur n'est pas libérée de la mémoire. D'accord? Il faut bien prendre en compte la règle numéro 3 de l'ownership, parce que c'est ici le cœur de ce qui se passe, à savoir que on n'a pas d'honneur dans la fonction calculer taille, il n'y a pas de raison que la valeur soit libérée derrière. Et vu que l'ownership n'est pas transmis, il n'y a pas non plus besoin de le rendre, d'accord? Il n'y a pas besoin de me renvoyer la string, puisque de toute manière, je n'ai pas pris l'ownership, d'accord? Donc ça, c'est le fonctionnement des références, et l'avantage à les utiliser. Alors, on va juste voir vite fait un petit schéma pour vite fait voir concrètement ce qui se passe. Donc on a notre variable S1, hein, vous vous souvenez, qui est de type string, donc ça on l'a déjà vu ce tableau dans la vidéo précédente. Et ben quand je crée une référence sur S1, en fait, je crée un pointeur, d'accord,
qui va avoir pour valeur l'adresse en mémoire de ce pointeur-là, de S1, qui lui-même a pour valeur l'adresse en mémoire de ma chaîne de caractères. Et en fait, du coup, cette référence, on dit qu'elle fait référence à la valeur, elle fait référence à S1, parce que justement, son pointeur, il a comme valeur l'adresse du pointeur de S1. Alors, là, je mélange référence et pointeur. Vous pouvez dire, mais c'est quoi la différence au final? Pourquoi on appelle ça une référence si c'est juste un pointeur? Parce qu'encore, on pourrait dire, bon, S1, d'accord, c'est pas juste un pointeur, il y a une capacité, une taille, mais là, concrètement, c'est juste un pointeur. La nuance va être que, contrairement au pointeur, qu'on va retrouver dans des langages comme le C, les références vont avoir tout un tas de vérifications qui sont faites à la compilation et qui vont s'assurer de la validité et de la cohérence de ce pointeur, justement. C'est comme ça qu'on va les différencier, d'accord? Mais on va en parler, vous inquiétez pas. Retenez juste que, globalement, une référence, bah oui, c'est un pointeur vers votre variable S1, d'accord? Et du coup, l'ownership n'est pas pris, et vu que l'ownership n'est pas pris, et ben dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le rendre derrière. En fait, c'est comme dans la vraie vie, ce système en fait de référence, on va appeler ça le système de borrowing, et c'est exactement comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand quelqu'un autour de vous possède quelque chose, je sais pas, une console de jeu par exemple, ou un CD, ou peu importe, vous avez le droit de l'emprunter. Vous avez le droit de l'emprunter avec son accord, hein. Vous avez le droit de l'emprunter, et quand vous avez fini de l'utiliser, vous devez lui rendre. Et bien le système de borrowing, c'est exactement ça, c'est un système d'emprunt. C'est un système d'emprunt, et donc, eh ben, forcément, on rend, entre guillemets, l'ownership automatiquement, quoi, parce que on ne le prend pas. Bon, on va rentrer un peu plus dans les détails du système de borrowing, notamment avec les règles qui vont aller avec, mais je fais un petit aparté pour vous dire que, tout à l'heure j'ai fait l'erreur, d'ailleurs j'ai dit opérateur de déréférencement, j'ai pas fait exprès, mais c'est parce que cet opérateur existe en fait, hein. Et cet opérateur, en l'occurrence, c'est l'astérisque, d'accord? Je vous le pose comme ça, sachez juste que voilà, c'est l'opérateur de déréférencement, donc il va pouvoir faire l'opération inverse de l'opérateur de référencement, l'espéraluette ici, mais vous prenez pas la tête si pour l'instant vous voyez pas exactement comment ça s'utilise, on va pas en parler dans cette vidéo, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, où là ça sera plus utile au propos, ici ça ne l'est pas, donc voilà, ça existe, retenez-le, vous l'avez peut-être déjà vu si vous venez d'autres langages comme le C, cet opérateur, donc voilà, retenez que ça existe, mais c'est pas très important pour la suite de la vidéo. Bon, avec ça, du coup, on a compris comment fonctionnaient les références, c'est cool, on a compris que quand elle sortait de son scope, bah du coup, la valeur n'était pas libérée, parce que ce n'est qu'une référence, elle n'a pas pris l'ownership, et ben, on peut se poser d'autres questions, on peut par exemple se dire, bah ok d'accord, mais maintenant moi j'ai une référence et je veux modifier ma variable S1, est-ce que j'ai le droit? Bah on va essayer. On va essayer, donc pour ça on va écrire une fonction qui va prendre une référence vers une string, d'accord, et qui va essayer de lui rajouter un message. Voilà, qui va essayer de lui rajouter des caractères à la fin. Donc on va rajouter par exemple ça, voilà, comme ça fait Hello World, voilà. Est-ce que on a le droit de faire ça? Alors vous voyez que déjà il me met une erreur, mais on va quand même le tenter, hein, même si bon, vous commencez à comprendre que dès que Visual Studio Code me met que j'ai une erreur, généralement c'est qu'il y a une erreur. On va prendre bien évidemment S1 par référence, et on va essayer de println S1 une nouvelle fois. Donc, on va faire ça. Et on va regarder ensemble l'erreur qu'on a, si j'essaye de l'exécuter. Alors, l'erreur elle se trouve où? Elle se trouve dans la fonction, premièrement. Il me dit, regardez, S est une référence, donc la donnée à laquelle elle fait référence ne peut pas être empruntée de manière mutable. Ok, bon, c'est un peu obscur, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est très très simple. D'ailleurs, l'help ici vous donne littéralement la réponse de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même manière qu'en Rust, les variables sont immutables par défaut, d'accord? Et ben, en Rust, les références sont immutables par défaut. Ça veut dire que quand j'écris juste ce symbole-là, en fait, j'ai pris une référence immutable. Ça me donne un accès lecture à ma valeur, je peux l'afficher, je peux la lire, je peux calculer des choses qui ne modifie pas ma chaîne de caractères, il n'y a aucun souci, par exemple, .len ici ne modifie pas la chaîne de caractères,
Donc a priori là il n'y a pas de problème. Par contre, dès que je vais essayer de modifier ma valeur, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que je précise que du coup, c'est une référence mutable, avec les droits d'écriture, si vous préférez. D'accord? Et bien, ici, comment je vais le préciser? En rajoutant le mot-clé mute, juste derrière l'opérateur. Et dans ce cas-là, ma fonction est bien écrite, mais je vais avoir un deuxième problème ici. Ah, ça marche pas. Alors, quel est le problème? Ils me disent, ok, change type differ in mutability. Bah oui, forcément, je précise ici que je veux une référence mutable en paramètre, mais je lui passe une référence basique, donc immutable en paramètre, en argument. Donc, bah là, je le précise aussi. Est-ce que ça marche? Bah toujours pas. Ah, pourquoi? Il me dit cette fois que je ne peux pas l'emprunter de manière mutable. Je n'ai pas le droit de l'emprunter de manière mutable. Pourquoi? Et il le dit ici, il vous le dit aussi ici, on ne peut pas emprunter S1 de manière mutable, vu qu'elle n'est pas déclarée comme mutable. Et oui, la logique, une variable est déclarée comme étant immutable. Est-ce que ça paraît logique de donner du coup le droit à une fonction d'écrire dedans, alors même qu'à sa déclaration on a dit qu'on voulait jamais écrire dedans? Ça ne fait pas de sens, il y a une incohérence, vous voyez, il y a une inconsistance, et du coup, pour pouvoir utiliser des références mutables, il va falloir que ma variable elle-même soit mutable. C'est logique, c'est cohérent. Et là, à partir de là, bah, il n'y a plus aucun problème, je peux écrire dedans, le code compile, et on a bien modifié notre chaîne de caractères ici. Bon. Ici, du coup, a priori, tout va bien. On a vu les références immutables et les références mutables, c'est pas si compliqué que ça, hein, vous voyez. Il y a juste la petite nuance à savoir, voilà, que pour une référence mutable, il faut que la valeur elle-même soit mutable, mais qui est logique au final, hein, vous pouvez remarquer que c'est tout à fait logique. Mais là, on va commencer à rentrer un peu dans les règles du système de borrowing, puisqu'il a en l'occurrence 2 règles, et ces 2 règles vont être très importantes, parce qu'en fait, ces 2 règles au début, vous allez peut-être un peu les détester, c'est possible que vous ayez un peu du mal, puisque vous allez avoir des erreurs, voilà, au compilateur qui vous plaisent pas trop, et que c'est un peu dérangeant quand vous codez d'avoir des erreurs de compilation, mais il faut bien prendre en compte que ces règles, elles sont pas là pour rien, et qu'en fait, si votre compilateur refuse votre code, à cause de ces règles, ça signifie que dans votre code, il y a potentiellement un bug. Un bug que si le compilateur avait laissé passer ça, eh ben, vous auriez eu énormément de mal potentiellement à trouver, et vous auriez eu des valeurs complètement incohérentes, un comportement indéfini, enfin, plein de problèmes très très chiants à débugger en fait. Donc, ici, on va voir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, première chose, je vais recréer, pardon, S1, c'était pas mon but de la détruire, mais c'est pas grave. Je vais la recréer. Voilà. Et maintenant, je vais essayer un truc très simple, c'est que je vais me dire, bah ok, je vais créer une référence. Je vais l'appeler ref, hein, pour aller plus vite. Ah non, c'est un mot-clé du langage, c'est vrai. Bon, sref, je vais pas me prendre la tête. Je vais créer une référence mutable vers S1. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. No souci. Maintenant, je vais créer une deuxième référence, qui va être aussi une référence mutable vers S1. Bon. Ah, là j'ai une erreur. Quelle est l'erreur? Bah déjà il me dit, voilà, bon, c'est vrai que j'avais oublié, excusez-moi, il faut que S1 soit mutable. Mais sinon ici j'ai plus d'erreur. Tout va bien. Ok, donc a priori il n'y a pas de problème. Sauf que si j'essaye d'utiliser sref et sref2, bizarrement là, mon code il va pas être content. Enfin le compilateur va pas être content. Je peux essayer de le compiler, hein. Et il nous met une erreur qui pourrait vous surprendre. Il vous dit, on ne peut pas emprunter S1 de manière mutable plus qu'une fois à un instant donné. Alors, il vous explique bien, il vous dit, là, vous l'empruntez une fois ici de manière mutable, et là, vous l'empruntez une deuxième fois. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que on peut pas utiliser 2 références mutables simultanément, vers la même valeur, hein. Pourquoi ça? Eh bien la raison, elle est simple sur le papier, mais on va expliquer ce que ça veut dire. C'est pour éviter ce qu'on appelle les data races, ou les courses aux données, si vous préférez. Les data races, c'est quoi? Parce que potentiellement vous ne savez pas ce que c'est. On va voir ce que c'est. C'est un phénomène qui se produit lorsque 3 conditions sont remplies. Lorsque 3 conditions sont remplies en même temps. Il faut qu'il y ait la condition numéro 1, et la condition numéro 2, et la condition numéro 3. Première condition, on a 2 pointeurs ou plus, on n'oublie pas que les références de manière interne c'est des pointeurs, hein, qui essayent d'accéder
à la même donnée en même temps. Est-ce que là, on est dans la première condition? On a deux pointeurs, oui, effectivement, qui essaient d'accéder à la même donnée en même temps, effectivement aussi. Regardez, ici on essaie d'utiliser nos deux pointeurs en même temps, alors que c'est des pointeurs vers la même donnée. Donc la condition numéro 1 est respectée. Condition numéro 2, au moins l'un de ces pointeurs est utilisé pour modifier cette donnée. Alors, ici, vous pourriez vous dire, on n'est pas vraiment dans cette condition-là, puisque on ne modifie pas la donnée avec nos pointeurs. Oui, mais regardez, on a précisé que nos pointeurs, c'était des pointeurs mutables, c'était des références mutables, ce qui signifie qu'on a le droit de modification sur S1. Et lui, le compilateur, il sait pas si on l'a modifiée ou pas, il sait pas si on va la modifier ou pas, cette donnée, d'accord? Tout ce qu'il voit, c'est qu'on a le droit d'écriture dessus. Donc lui, il se dit, non, la condition numéro 2, elle est remplie. Voilà, on a deux pointeurs, et il y en a au moins un des deux qui peut modifier cette donnée-là. Voilà, je pense que ici serait plus propre de dire peut-être utilisé pour modifier cette donnée. D'accord? Et troisième du coup condition, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme. Alors j'ai oublié comment on écrit le mécanisme, mais je crois que c'est comme ça. Utilisé pour synchroniser. Alors c'est une phrase un peu compliquée, mais paniquez pas, c'est simple. Synchroniser, si j'arrive à écrire. L'accès à la donnée. Alors, qu'est-ce que cette condition, elle signifie? Elle signifie qu'il n'y a pas de mécanisme, que ce soit dans le langage ou d'une manière ou d'une autre, qui est utilisé pour faire en sorte que l'accès à ma valeur S1 soit synchronisé entre les deux pointeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de mécanisme qui évite que mes deux pointeurs essayent d'accéder à la donnée en même temps, en fait. Il n'y a pas de mécanisme qui va faire en sorte que d'abord c'est sref, puis ensuite c'est sref2, etc. et ça s'alterne, ou même c'est que sref, puis dès que sref il a fini, c'est que sref2, enfin ce genre de mécanisme, quoi. Et quand il n'y en a pas, la troisième condition, elle est remplie. Et en l'occurrence, là tout de suite, dans le code que j'écris, les trois conditions sont remplies. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui va vérifier lequel des deux pointeurs est utilisé en premier, ou est utilisé quand, etc. etc. On va pas pouvoir synchroniser l'accès à la donnée. Donc les trois conditions sont remplies, et donc, si ce code venait à compiler, en l'occurrence, nous, en tant qu'être humain, on voit que ce code ne cause pas trop de problèmes, puisqu'on utilise nos deux références que de manière, que en lecture ici. Mais le compilateur, lui, il n'a pas moyen de le dire, ça reste un programme, il peut pas vérifier ça, ok? Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va préférer empêcher ce programme de compiler, parce que s'il le laissait compiler, il y aurait des situations dans lesquelles on aurait une data race, et le problème des data race, c'est que c'est un bug qui va causer des comportements complètement indéfinis. On ne sait pas ce qui va se passer avec ces problèmes-là. Ils sont vraiment difficiles à débugger et à corriger si vous essayez de les rechercher pendant l'exécution de votre programme. Si vous essayez de savoir à quel moment ça part en cacahuète, ça va très très vite être difficile. Mais Rust, en fait, il empêche ce genre de problème dès la compilation. Dès la compilation, il vous dira non. Le code qui peut donner lieu à des data races, on va complètement l'empêcher de compiler. Et de cette manière-là, on est sûr et certain que quand notre code compile, il n'y a pas de data races dedans. C'est sûr, c'est une promesse du Rust, c'est une promesse du compilateur, et vous allez voir au vu des règles que de toute manière c'est le cas en fait. Grâce à des règles très simples, on va être sûr et certain que notre code, quand il compile, il n'y a pas de data races. Et ça, c'est vraiment un très très gros avantage du Rust. Ça fait 2 vidéos entre l'ownership et là maintenant que je vous explique entre guillemets toutes les sécurités du langage, et que vous commencez à vous rendre compte de pourquoi on dit que le langage Rust c'est un langage sécurisé au niveau de la mémoire. Et là vous en avez un nouvel exemple. Le fait que ce genre de comportement, les data races, ça existe tout simplement pas en Rust, ça peut tout simplement pas arriver. En tout cas, sur du Rust à ce niveau-là, au niveau où vous êtes, on verra que dans du Rust un peu plus avancé, il y a moyen de préciser au compilateur de ne pas faire certaines vérifications, et dans ce cas-là, c'est à vos risques et périls. Mais on en reparlera une autre fois. Mais retenez que voilà, sur du Rust normal, il n'y a juste pas moyen d'avoir des data races en fait. C'est juste pas possible de faire ça. Bon. Alors, ici, il y a aussi autre chose, quelque chose à comprendre, c'est que, attention, ce code-là, d'accord, que je vais écrire, pour que vous soyez bien conscient de ce qui se passe, il est valide, hein. Ici il n'y a plus de problème.
Ici, j'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? Pourquoi là, ce que je m'apprête à le faire, j'ai le droit? Parce qu'en fait... Ah oui, pardon. Du coup, il faut que j'enlève celui-là. Ici... Non, même pas, qu'est-ce que je raconte? J'ai pas le droit de faire ça. Oui, pardon, excusez-moi, je me suis légèrement embrouillé. Il faut juste que je déplace cette ligne ici, pardon. Donc, ici, mon code, il pose plus de problème. Pourquoi il pose plus de problème? Parce que quand je mets des accolades, je crée un nouveau scope, une nouvelle portée. Donc, quand je crée ma variable sref2 ici, qui est mutable, enfin, qui est une référence mutable vers S1, et ben, sref2, je l'utilise, ok, pas de souci, mais arrivé à la fin de ce scope, sref2 est libéré. sref2, sa vie, elle est terminée. Donc vu que sref2, sa vie, elle est terminée, bah, j'ai tout à fait le droit de créer une nouvelle référence mutable, puisque les deux ne risquent pas comment dire, d'exister, elles n'existent pas simultanément, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas qu'il y ait deux références mutables qui existent simultanément, pardon. Tant qu'il n'y a pas de références mutables qui existent simultanément, tout va bien. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est valide, il n'y a aucun souci. Ok? Cette notion de data races, elle peut aussi arriver quand on a une référence immutable et une référence mutable. Pour ça, on va voir un truc qui va être très simple. On va revenir, on va mettre let S2, je vais mettre que c'est une référence vers S1, let S3 qui va être aussi une référence vers S1. Ici, vous voyez que ce code-là, il compile et il n'y a pas de souci. Par contre, dès que je vais ramener une référence mutable dans le délire, et que je vais tenter du coup de les utiliser, on va avoir le même problème, donc inhérent aux data races. Hein. Si je tente par exemple d'utiliser S2 ici, alors, et même S3, et que... Tiens, je facilite le truc. Vous voyez que là j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai S2 qui est une référence immutable vers S1, S3 aussi. Ça pose aucun problème. On peut avoir plusieurs références immutables vers la même donnée en même temps. Bah oui, réfléchissez, ils sont juste en mode lecture. Ils vont jamais modifier ma valeur. Il n'y a aucun problème à lire une valeur. Ça ne cause aucun problème. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Par contre, vous voyez que ici j'utilise S2 et S3 après avoir créé une référence mutable. Et là, il y a une erreur. Pourquoi? Il me dit que je ne peux pas emprunter S1 de manière mutable parce qu'elle est aussi en même temps empruntée de manière immutable. Donc pourquoi cette protection? Pour une autre raison qui est un peu similaire au data races si on y réfléchit bien, mais c'est une raison de consistance et de cohérence en fait. C'est que, imaginez, vous avez une référence immutable vers une donnée, vous voulez la lire, et en même temps quelqu'un a le droit d'écriture dedans. Il va potentiellement écrire des choses à l'intérieur qui vont rendre votre programme à vous complètement incohérent, votre partie de votre programme à vous complètement incohérent, parce que si vous essayez de lire la donnée de S1 avec S2, par exemple, vous essayez de lire ce qui se trouve dans la variable S1 à partir de S2, imaginez que le mec qui est à S4, lui, il écrive n'importe quoi dedans, ou une autre donnée. Et à un instant donné, votre programme, il aura des valeurs incohérentes avec ce que vous attendiez, et forcément, du coup, on a envie d'éviter ça, on a envie que quelqu'un qui a une référence immutable, il puisse pas savoir à l'avance ce qu'il va avoir comme données en fait, ce qu'il va pouvoir lire comme données, qu'il puisse pas être certain de la validité des données qu'il récupère. Et ça on va l'éviter. C'est pourquoi on ne peut pas avoir simultanément une référence immutable, une référence mutable avec des références, avec une ou plusieurs références immutables. Alors notez bien que ce code là, par contre, il va être valide. Pourquoi il va être valide? Parce qu'en fait, ici, la durée de vie de nos références, elle est un peu spéciale. Vous vous souvenez, on avait vu qu'une variable, elle mourait quand elle sortait de son scope. C'est vrai la plupart du temps. Mais pour les références, en fait, elle, entre guillemets, meurt, elle n'est plus considérée comme valide dès qu'elle n'est plus utilisée. C'est-à-dire que là, S2 est en vie, mais à partir de là, S2 n'est plus utilisé. S2 n'est plus utilisé. Pareil pour S3, hein. S2... pareil pour S3. Et donc, il n'y a plus de problème à faire une référence mutable. Parce que vu que je l'utilise plus,
il n'y a plus de risque en fait. Vous voyez ce problème de S2, S3, ils peuvent avoir des données incohérentes si j'ai une référence mutable en même temps. Et ben là, ce problème n'existe plus parce que j'ai fini d'utiliser S2, S3 en fait, tout simplement. Dès que j'ai fini de les utiliser, bah, je peux refaire une référence mutable dessus, sur ma variable. Aucun problème à ce niveau-là. Donc ici, juste pour que vous en soyez bien conscient, hein, j'ai même le droit de l'afficher, hein, cette référence. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est pas un bug du style je l'ai juste créé et je l'affiche pas. Non, non, là j'ai vraiment le droit d'utiliser S4. D'accord. Ceci étant dit... Ah oui, juste, encore une fois je précise, toutes les références... Il peut y avoir un nombre indéfini de références immutables parce que bah voilà, il n'y a aucun problème. Du moment que tous sont en mode lecture et pas en mode écriture, hein, du moment que tout le monde ne peut que lire et pas écrire, et ben il n'y a aucun problème à utiliser un nombre voilà, indéfini de références immutables. Avant d'enchaîner sur une dernière partie sur les références, qui va être aussi une bonne nouvelle et aussi une sécurité du Rust au niveau mémoire que d'autres langages n'ont pas forcément, je tiens à revenir sur un point. Donc ce genre de code avec les références, même si là vous avez compris comment ça fonctionne, ça peut arriver que voilà, vous écrivez un code et vous ayez des erreurs un peu bresson, un peu étranges, un peu sombres. Désolé, j'ai utilisé le verlan. Il ne faut pas vous décourager sur ces erreurs. Encore une fois, je reviens dessus. Ces erreurs, elles montrent que votre code aurait potentiellement eu un bug en fait, un bug de mémoire si le programme avait compilé. Donc il faut vraiment pas paniquer ici, d'accord. Il faut vraiment pas se dire ça y est, je sais pas coder ou je sais pas quoi. Non, non, il faut vraiment prendre le compilateur comme un ami plutôt comme un ennemi. S'il vous dit non, je compile pas, c'est qu'il y a une erreur dans votre code. Et il y a une erreur qui potentiellement aurait pu être grave. Donc à vous de réfléchir sur votre code, de suivre les indications du compilateur si vous les comprenez, hein, parce que voilà, il y a des erreurs, messages d'erreur que vous avez peut-être pas encore comprendre, mais ceux que vous comprenez, prenez-les en compte, essayez de les appliquer, et voilà, de repenser votre code, de réfléchir avec ces règles qu'on va récapituler, hein, les règles de référence et de borrowing, on va les récapituler à la fin, vous inquiétez pas, mais voilà, le compilateur, s'il fait ça, c'est pour votre bien, hein. C'est pas pour vous décourager à ne plus programmer en Rust. Bon, maintenant on va parler d'un sujet un peu spécial. Alors, je vous avoue que là, la traduction en français, c'est à prendre avec des grosses pincettes, parce que c'est pas très propre. En anglais, ils appellent ça des dangling. Ah, je vais peut-être mettre des commentaires, ça sera peut-être mieux. Dangling pointers, ou du coup... dangling, je sais même pas comment ça se prononce, hein, référence, d'accord. Et ça peut se traduire de manière assez moche en référence flottante, référence en suspens, référence suspendue. J'ai pas vraiment trouvé de très très bonne traduction là-dessus. Mais on va voir ce que c'est, on va en parler et on va voir en quoi, en fait, ça n'existe pas en Rust. En fait, une référence, donc dangling, je sais vraiment pas comment ça se prononce, c'est un pointeur, enfin, en tout cas pour cette partie-là, pardon, les pointeurs dangling, c'est un pointeur qui, en fait, va pointer vers une zone en mémoire qui a déjà été donnée à quelqu'un d'autre. Je m'explique. Vous avez un programme, vous réservez un espace en mémoire, pour une chaîne de caractères par exemple, je pense au langage C ou même au Rust, hein. Vous réservez une zone en mémoire, vous l'utilisez, et à un moment vous libérez cette zone en mémoire, d'une manière ou d'une autre. Cette zone en mémoire est libérée. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, votre ordinateur, il a décidé que cette zone en mémoire ne vous appartenait plus. Elle appartient potentiellement à un autre programme, ou à personne, mais en tout cas elle ne vous appartient plus. Sauf que dans des langages comme par exemple du C, il est très facile, il est vraiment très facile, de créer un pointeur vers cette zone en mémoire, et quand votre donnée est libérée de la mémoire, bah ce pointeur existe toujours. Et le problème, c'est que vu que ce pointeur existe toujours, on dit que ce pointeur il est invalide, hein, il est plus valide, bon ils appellent ça du coup, ce terme-là que j'ai plus essayé de reprononcer, mais ce pointeur il est invalide, parce qu'en fait, il pointe vers une zone en mémoire qui ne vous appartient plus. Et à partir de là, il peut y avoir plein de problèmes qui en découlent, parce que vous pouvez essayer d'écrire à cette zone en mémoire avec ce pointeur, ou même de lire cette zone en mémoire avec ce pointeur, parce que vous vous êtes pas rendu compte
qu'en fait, ce pointeur, il pointe déjà vers quelque chose d'invalide, il n'est plus valide. Et ça, c'est un gros problème. Mais en Rust, ce problème-là n'existe tout simplement pas. Voilà, c'est fait. Cette erreur-là n'existe pas parce que le compilateur, et c'est c'est la deuxième règle du système de borrowing, le compilateur garantit qu'une référence sera toujours valide au moment où vous l'utilisez. Si la référence n'est pas valide au moment où vous l'utilisez, ça ne compile pas. Donc, ce genre d'erreur, c'est traqué à la compilation, et du coup, vous êtes assuré que si votre programme compile, votre référence est valide. Et comment est-ce qu'il va faire le compilateur pour vérifier ce genre de problème? Eh bien, il va s'assurer qu'en fait, votre valeur en mémoire n'est pas libérée de la mémoire avant votre référence à cette valeur-là. On va prendre un exemple, parce que c'est peut-être un peu étrange là tout de suite, ou c'est peut-être pas clair. Donc on va essayer de créer justement une référence de ce type-là, une référence dangling. Et du coup, on va dire, voilà, on renvoie, je sais pas, une n-string, par exemple. Ok, donc on renvoie une référence vers une string, il n'y a pas de souci a priori. Et je vais, bon il y a déjà un problème mais faites pas attention, je vais créer du coup ma variable S1, je vais dire voilà, ma variable S1 ici, voilà elle fait ça, et je vais tout simplement renvoyer une référence vers S1. Bon. Si vous compilez ce code, vous allez avoir une erreur qui, à votre niveau, sera pas très claire. Je vais juste vous le montrer. Donc je vais le compiler et je vais l'exécuter. Alors, l'erreur qu'il vous met ici, elle vous parlera pas. Il vous dit qu'il attend un paramètre de lifetime. Bon, ça, faites pas attention, on aura le temps d'y revenir. C'est une notion un peu plus avancée du langage Rust. Mais ici, c'est pas nécessaire. Parce que, de toute manière, ce qui vous est dit juste en dessous, ça vous explique le problème. À savoir, le type de retour de cette fonction contient une donnée empruntée, mais il n'y a pas de donnée inhérente, en fait. Il n'y a pas de donnée de laquelle on puisse emprunter quoi que ce soit, en fait. Bah oui, puisque regardez, S1 sort de son scope, S1 est libéré, la valeur de S1 est aussi libérée, règle numéro 3 de l'ownership, et ben du coup cette référence est invalide. Sauf que vous voyez bien qu'ici Rust, il vous laisse même pas compiler. D'accord? Il vous laisse même pas compiler ce programme-là, donc c'est impossible en Rust d'avoir ce genre d'erreur. Ok? Ici la solution, pour ceux qui se demanderaient du coup comment je fais, la solution elle est simple, c'est qu'en fait vous donnez l'ownership directement en fait. Il n'y a pas de référence ici dans ce code, vous envoyez juste l'ownership, et la valeur du coup, elle vivra plus longtemps, puisqu'elle vivra d'ici à ici, vu que l'ownership est transféré. Bon, avec ça, on a vu pas mal de choses sur les références et le système de borrowing. C'est encore une fois une assez longue vidéo, j'en suis désolé. On va terminer rapidement, il y a juste un dernier petit point à voir. Mais avant ça, j'aimerais juste récapituler les règles du borrowing, du système de borrowing. Les règles du borrowing, c'est que à un instant donné, dans le temps, un instant donné, il ne peut y avoir que, et c'est très important, que une référence mutable, ok, ou n'importe quel nombre de références immutables. Alors je vais peut-être écrire sur la ligne d'en dessous, ce sera mieux. Tac, de références immutables. Donc ça c'est la première règle. Soit vous avez une référence mutable à un instant donné, soit vous avez plusieurs références immutables, ou une référence immutable, mais vous avez compris. Vous ne pouvez pas avoir les deux ensemble, vous ne pouvez pas mélanger les deux ensemble. Donc ça c'est très très important, et c'est sûrement cette règle-là qui va vous poser le plus de problèmes au début dans la compilation, parce que vous ne l'aurez pas encore vraiment dans la tête, cette manière de réfléchir, mais c'est l'une des plus importantes des règles. Règle numéro 2, une référence doit toujours être valide. Et ça, de toute manière, j'ai envie de dire, je sais même pas si on peut parler de règles, puisque de toute manière, c'est vérifié par le compilateur, donc vous n'avez même pas à y réfléchir en soi. Votre compilateur, il vous dira, il compilera juste pas en fait.
Donc avec ça, on a vu tout ce qu'on avait à voir sur les références et le système de borrowing. Vous êtes désormais passé à une étape supérieure du langage Rust, hein. Vous êtes, ça y est, vous commencez à monter en niveau. Avec l'ownership et le borrowing, vous voyez à quel point le langage met l'accent sur la sécurité de vos données, sur la validité de vos données et sur la cohérence de vos données. Donc voilà, on commence à rentrer dans pas mal de sujets intéressants du langage qui commencent voilà, petit à petit à se différencier des notions un peu plus similaires avec d'autres langages comme les if, les conditions, les boucles, etc. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais juste faire une petite nuance qui va encore une fois vous donner une couche de compréhension sur les NSTR. Hein. C'est que si ici je fais ça, vous allez comprendre hein, pourquoi je fais ça, vous inquiétez pas, et que je fais ça. Là, le petit point sur lequel j'aimerais revenir, c'est attention, quand votre variable est une référence, ne confondez pas la mutabilité de la référence avec la mutabilité de votre variable. Je m'explique. On est d'accord que j'ai le droit ici de faire cela. Donc là, j'ai une référence qui est immutable. D'accord? Mais cette référence immutable, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'elle m'a dit qu'à partir de S3, j'ai pas le droit de modifier S1. D'accord. Même si S1, d'ailleurs, soit dit en passant, était mutable. Hein. Ici, c'est pas le problème. Ma référence est immutable, donc j'ai pas le droit de modifier S1. Très bien. Mais par contre, on pourrait se dire que j'ai le droit de modifier S3. J'ai le droit de dire S3, c'est égal à S2. Enfin, c'est égal à, pardon, à une référence vers S2. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bah non. Parce que ici, ma variable S3, elle n'est pas mutable. Ma variable S3, elle est immutable. D'accord? Mais je peux faire ça. Et là, attention, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas confondre mutabilité de la référence avec mutabilité de la variable. Ma référence est toujours immutable, je n'ai pas le droit de modifier ce que je référence, mais j'ai le droit de modifier ce que je suis, entre guillemets, donc j'ai le droit de modifier ma variable. Et donc j'ai le droit de lui donner comme valeur une nouvelle référence, une référence vers autre chose. Et à l'inverse, bien évidemment, c'est pas parce que ici ma référence est mutable que j'ai le droit de modifier S3. D'accord? Ici ça ne marche pas. Dans tous les cas, ici, d'ailleurs il met une erreur très étrange, mais dans tous les cas ça ne pose pas de problème. Ah oui, parce que je l'ai déclaré comme étant une référence mutable, mais peu importe, parce que si je fais ça, dans tous les cas, voilà, S3, il me dit que je peux pas parce que S3 est immutable. Voilà. Donc, faites bien attention, même si votre type, le type de votre donnée c'est un type référence, la variable en elle-même peut être mutable ou non. Et d'ailleurs, c'est ici la nuance qu'on avait dans la dernière vidéo, vous vous souvenez, avec les chaînes de caractères en fait. Vous vous souvenez avec les chaînes de caractères de type STR, quand j'écrivais une chaîne de caractères de ce type-là, on avait bien expliqué que ici ma référence elle est bien immutable, maintenant vous le comprenez, c'est une référence immutable, ce qui explique pourquoi je n'ai pas le droit, entre autres, de modifier ma valeur ici, je ne peux pas la modifier, mais par contre, vous êtes d'accord que je peux le mettre en mutable, et ça ne change rien, hein, c'est toujours une référence immutable ici, il n'y a pas de souci, et du coup, je peux tout à fait dire que maintenant, S est égal à autre chose. Pourquoi? Parce que je ne fais que modifier vers quoi il référence, je ne modifie pas ce à quoi il référence, vous comprenez? Donc ça c'est la petite nuance que voilà, je tenais à faire un petit rappel ici, pour que ce soit bien clair, ne confondez pas la mutabilité de votre variable avec la mutabilité de son type, de sa référence, de la référence en fait, d'accord? Ceci étant dit, on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur les références et le système de borrowing, et on va pouvoir du coup s'atteler à autre chose. On va un peu sortir un peu des systèmes de règles. On va parler dans la prochaine vidéo du type slice, qui est un type qui est très utilisé en Rust. On va voir comment il s'articule, et notamment le fait que il a un petit peu un lien avec les références. C'est pour ça que je devais d'abord parler des références avant d'en parler, hein, puisqu'il a un lien. Voilà. Ceci étant expliqué, on va pouvoir du coup terminer la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit selon quelle heure il est chez vous au moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo était clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à revenir sur la partie qui vous a posé problème dans la vidéo, parce qu'il y aura les timestamps. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire, on en a terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.